Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News. Moscou et Kiev continuent de se livrer une bataille sans merci sur le terrain. Cependant, l'on assiste ces derniers jours à une véritable guerre des mots. Les déclarations fusent de toutes parts. L'Ukraine revendique la reprise de plusieurs milliers de kilomètres carrés, essentiellement dans la région de Kharkiv. Depuis début septembre, la Russie préfère plutôt parler de regroupement de troupes situées dans la région de Kharkov afin d'intensifier les efforts dans la direction de Donetsk. Pour le porte-parole du Kremlin, l'intervention militaire russe en Ukraine continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Pour évoquer l'évolution de ce conflit, nous avons avec nous Karine Béché-Golovko, professeure à l'Université d'État de Moscou. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Dimitri Dekochko, journaliste spécialiste de la Russie et des questions russophones. Bonsoir. Bonsoir. Nous tenterons également d'établir la liaison avec Prince Koya, chercheur en sciences politiques à l'Université de Paris-Descartes. Je vous le disais donc, et depuis son déclenchement, le conflit russo-ukrainien est passé par plusieurs phases. On parle actuellement d'une étape critique avec le risque réel de catastrophe nucléaire qui pèse sur la centrale de Zaporijia. Le sort de la centrale nucléaire de Zaporijia a fini par donner des sueurs froides aux Occidentaux. Le 6e et dernier réacteur en fonctionnement de la plus grande centrale d'Europe, contrôlé par les forces russes depuis début mars, ne produit plus la moindre énergie. Cet arrêt total permettra le maintien du refroidissement des réacteurs et éviter un accident nucléaire. Il est judicieux de rappeler qu'un réacteur nucléaire dégage de la chaleur, qu'il soit en marche ou à l'arrêt. Il faut donc le refroidir et pour ce faire, ça nécessite de l'électricité. Mais il faut éviter d'utiliser celle produite par la centrale elle-même. À cet effet, l'AIEA annonce le rétablissement d'une ligne électrique de secours à Zaporijia. La présence des inspecteurs de l'AIEA dans la centrale nucléaire de Zaporijia ne semble pas apaiser les tensions. Toujours au cœur d'affrontements, le site est scruté avec la plus grande minutie, face aux craintes d'accidents nucléaires. Depuis des semaines, la confusion règne autour de ce complexe qui a été visé par de multiples frappes dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité. La déconnexion du réseau électrique de la centrale nucléaire de Zaporijia a engendré la coupure totale de l'électricité pour les habitants ukrainiens. Cette centrale produit annuellement environ 6000 MW, ce qui est suffisant pour les besoins de 4 millions d'habitants. Elle répond à environ 30% des besoins en électricité du pays, y compris les usines, les entreprises et les moyens de transport. Pour rappel, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a publié un rapport sur la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Elle a demandé la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire selon l'autorité onusienne. Moscou a déclaré à son tour que le rapport ne mentionnait pas le bombardement effectué par les forces ukrainiennes sur la centrale nucléaire en raison des pressions exercées par Washington sur les responsables de l'agence. La partie russe a également accusé à plusieurs reprises Kiev d'avoir bombardé la centrale et a souligné que malgré la présence de 2 inspecteurs de l'AIEA, les forces ukrainiennes avaient tenté de s'en emparer. Alors, retour au plateau donc et à mes invités. Tout d'abord, Karine Béché-Golovko. Comme nous venons de le voir, la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui se trouve à Zaporijia est sérieusement menacée par des bombardements dont s'accusent mutuellement les 2 antagonistes, faisant grimper les risques d'une catastrophe nucléaire. Ces risques sont-ils aujourd'hui réels ? Les risques existent toujours à partir du moment où il y a des tirs. En revanche, pour revenir un petit peu sur la visite de l'AIEA, enfin des experts de l'AIEA à la centrale, il faut rappeler quand même que les armes leur ont été montrées. Ce sont des armes de production américaine. Donc la Russie n'utilisant pas les armes américaines, il y a quand même très peu de chances que ce soit elle qui tire dessus. N'oublions pas par ailleurs qu'elle sécurise le site depuis plusieurs mois et elle n'a non plus aucun intérêt à se tirer dessus toute seule. Donc cette mise au point faite, il faut aussi souligner le rôle de l'AIEA qui, sous couvert de zone
Sécurisé, en fait, entend la mise en place d'une zone démilitarisée, ce qui reprend complètement les propositions et exigences américaines en la matière, alors qu'il suffirait pourtant simplement de demander à Kiev d'arrêter de tirer si réellement la question de la sécurité était la question à l'ordre du jour. Et encore un élément, nous apprenons aujourd'hui, selon les affirmations du responsable de l'administration civilo-militaire de la région de Zaporozhye, que l'Ukraine a regroupé des forces en direction de Zaporozhye, notamment de l'artillerie lourde et des lance-missiles, et il se prépare, et des hommes également, il se prépare donc une attaque extrêmement forte une tentative d'offensive, en fait, pour reprendre la zone, puisque ça a marché à Kharkov, ils espèrent que ça va marcher à Zaporozhye, mais cette fois-ci, ça a été en tout cas découvert, donc il faut voir ce qui va se passer derrière. Ce qui est extrêmement regrettable, c'est que les organes de type de l'AIEA, qui sont censés quand même protéger la sécurité nucléaire, sont incapables de dire qui est responsable à partir du moment où c'est l'Ukraine. Il semblerait que l'Ukraine bénéficie d'une immunité totale. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Amnesty International dès que cette institution, pourtant extrêmement anti-russe, a osé dire que la politique militaire de l'Ukraine mettait en danger les civils puisqu'ils utilisaient sciemment des volontaires comme boucliers humains et ils militarisaient des sites civils extrêmement protégés. Et là, on voit exactement finalement la même démarche. À partir du moment où c'est l'Ukraine qui provoque un danger, on n'a pas le droit d'en parler. Ceci met complètement à plat la logique des organismes internationaux qui sont censés être des moyens de réguler des conflits. Or, nous voyons que ces organismes, étant complètement impliqués dans le conflit, ayant pris parti pour le clan atlantiste, ne fonctionnent plus. Ce ne sont plus des organismes internationaux, ce sont devenus des organismes de gouvernance atlantique et globaliste. Très bien, nous allons voir ce qu'en pense Dimitri Dekochko. Alors, étant donné le contexte actuel autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, les risques sont-ils réels aujourd'hui? Les risques d'une catastrophe naturelle sont-ils réels? Bien sûr qu'ils sont réels, d'autant plus, comme l'a dit Karine, les Ukrainiens, les Kieviens, semblent vouloir préparer une offensive contre cette centrale. Or, il est bien évident que quand l'AIEA appelle à une sécurisation de la centrale, on peut dire qu'elle est assurée aujourd'hui par les Russes, qui, nous l'oublions pas, ont entretenu cette centrale, l'ont construite aussi, avec les Ukrainiens bien sûr, mais connaissent bien le matériel et à la limite les dangers qui ont pu exister même avant l'opération militaire spéciale, c'était le fait que le régime de Kiev, en refusant le combustible nucléaire de fabrication russe, a voulu mettre des combustibles de Westinghouse, en ayant d'ailleurs éliminé les Français qui avaient plutôt gagné l'appel d'offres. Mais enfin, c'est un petit détail qui fait qu'on est encore une fois les dindons de la farce. Et encore une fois, on sert les intérêts d'autres pays, tout comme le font malheureusement les Ukrainiens aujourd'hui, en sacrifiant des milliers d'hommes dans ces aventures totalement irresponsables du point de vue militaire, en fait, aussi bien à Kharkov qu'aujourd'hui, donc, s'ils se mettent à attaquer la centrale de Zaporozhye. Ils ont déjà essayé en envoyant des commandos juste avant l'arrivée de l'AIEA, et maintenant ça semble être une offensive qu'ils veulent faire un peu à l'image de ce qu'ils ont fait dans la région de Kharkov. Mais dans la région de Kharkov, il y avait très peu d'hommes, ils ont donc profité du fait que les effectifs des alliés, c'est-à-dire des Russes, des milices de Donetsk et de Lugansk, étaient peu nombreuses à cet endroit. Ici, autour de la centrale, il est évident qu'ils recevront un accueil beaucoup plus, disons, digne de ce nom. Et donc, évidemment que la centrale présente un danger. Maintenant, les maîtres d'outre-Atlantique qui ordonnent tout ça sont de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ne vont pas recevoir les nuages comme nous.
Très bien. Prince Koya, pensez-vous qu'il y a aujourd'hui un risque réel d'une catastrophe naturelle autour de la centrale de Zaporizhia? Oui, sans doute, hein, sans doute. On est dans une guerre qui est terrible, terrible au niveau déjà des pertes humaines, hein, auxquelles on a pu assister. Mais aujourd'hui, effectivement, une guerre autour d'une centrale nucléaire nous rappelle l'événement malheureux de Tchernobyl. Et on sait évidemment que dans les centrales de ce genre, un petit faux pas, notamment sur les réacteurs, peut mener à une catastrophe naturelle. Et il ne faut pas oublier que la centrale nucléaire est classée comme étant un emplacement contenant des forces dangereuses, hein, par le droit international humanitaire. Donc ce n'est pas un objectif militaire. Malheureusement, on est dans une situation de guerre totale aujourd'hui où même ce genre d'emplacements dangereux sont utilisés à des fins effectivement de victoire pour les deux camps. Donc bien évidemment, aujourd'hui, il y a une dispute sur qui lance des bombes. On sait bien que la centrale est aux mains des Russes aujourd'hui et on sait que les Ukrainiens revendiquent cette centrale qui leur appartient et qui est sur leur territoire. Donc évidemment, on sait que si les Ukrainiens retentent justement de retrouver leur centrale, forcément ils enverront des bombes, d'une part, et de l'autre côté, les Russes seront bien évidemment obligés aussi de répondre par l'envoi de bombes. Et il ne faut pas oublier que le président Macron, dans le récent entretien qu'il a eu avec M. Poutine, avait laissé entendre, entre guillemets, que les bombardements étaient du fait des forces ukrainiennes. Pourquoi? Parce qu'il disait, par exemple, que c'est l'occupation de la centrale nucléaire par les Russes qui conduit à ce risque, justement, nucléaire. Ce qui sous-entend que si les Russes ne s'étaient pas rendus coupables d'actes d'occupation, on n'aurait pas, finalement, ce danger nucléaire. Donc, quelque part, là, on avoue d'une manière ou d'une autre que Donc pour vous, les responsabilités sont partagées? Elles sont partagées, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut dire que c'est l'Ukraine davantage qui attaque pour ne serait-ce que reprendre donc ce qu'elle appelle son territoire. Donc forcément, on peut croire que l'Ukraine est dans une phase beaucoup plus offensive que ne sont les Russes. Donc forcément, s'il y a des bombes qui tombent sur la centrale, on peut dire facilement ou aisément que ces bombes viennent majoritairement d'Ukraine. Très bien. Très bien. Nous allons retourner vers Karine Bécher-Golovko. Alors, on l'a vu, l'AIEA a fait retentir la sonnette d'alarme. L'Agence internationale, vous en parliez tout à l'heure, de l'énergie atomique, et qui a envoyé des missions, ou plutôt des experts sur place depuis une mission au début du mois, a demandé instamment que les combats autour de la centrale cessent. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on continue de jouer avec le feu, ou dans ce cas, avec le nucléaire ? Il s'agit d'un chantage. La zone de Zaporozhye est une zone qui est quand même militairement bien protégée par la Russie, effectivement à la différence de Kharkov qui était quand même un petit peu légère. Et d'ailleurs, Kadyrov a annoncé aujourd'hui aussi que des troupes tchétchènes sous commandement russe bien sûr, avaient repris position aussi dans la zone. Donc c'est une zone qui est quand même réellement militairement protégée. Il sera donc difficile à l'armée ukrainienne de reprendre la zone par un combat, je dirais, loyal. Or, nous savons, comme d'ailleurs le New York Times l'a reconnu aujourd'hui dans une publication, que cet été, l'armée ukrainienne et le renseignement américain, ainsi que avec le programme de l'OTAN, il y a eu un très très fort travail qui a été fait afin de, on va dire, améliorer l'efficacité de l'action ukrainienne. L'on sait également, d'après différentes sources russes évidemment, que ce qu'on appelle mercenaires sont en très grand nombre présents dans l'armée ukrainienne et non seulement à des postes exécutants, mais également par Moscou. Voilà. Oui. Tout à fait. Et également aussi à des postes de commandement. Or, vous ne mettez pas des mercenaires à des postes de commandement, donc on se demande dans quelle mesure ces mercenaires ne sont pas simplement en fait des militaires étrangers introduits, on dirait presque incognito, dans l'armée ukrainienne. Personne n'a vu leur contrat.
Et donc, il y a sur le territoire Zaporozhye, la centrale est en quelque sorte prise en otage. Et l'Ukraine fait un chantage Dans quel éhonté, but, mais Madame Golovko? dans le but de faire retirer l'armée russe sans qu'elle livre le combat, parce qu'elle aura peur qu'une catastrophe nucléaire soit déclenchée du simple fait Malgré de le sa risque présence. important qui pèse sur cette centrale? Voilà, il faut quand même, bon, il y a un risque, mais il faut quand même relativiser ce risque. Tout d'abord, c'est quand même une centrale qui a été construite à l'époque soviétique, qui est quand même assez solide, et Rosatom, qui la surveille aussi, a quand même bien précisé que réellement, pour qu'il y ait une fuite nucléaire, malgré tous les tirs qu'il y a eu, il n'y a pas eu de fuite nucléaire, parce que c'est quand même une centrale qui a été construite dans les règles de l'art. Une centrale qui est à l'arrêt aujourd'hui. Et en plus qui est à l'arrêt. Donc, les risques aussi derrière sont limités. La Russie n'a pas envie d'avoir une fuite nucléaire à ses frontières, à la différence des États-Unis, qui s'en moquent totalement et qui ont l'habitude de mener des guerres sales à l'étranger. Donc, les risques réels sont plus dangereux. En revanche, il s'agit réellement, je dirais presque, d'une contamination politico-médiatique. C'est-à-dire que la Russie devient le grand méchant qui met en danger la sécurité du continent européen. Et c'est ce discours-là qui est porté par l'Ukraine sur recommandation, évidemment, et de on le sécurateurs. voit chaque jour dans les médias occidentaux. Je reviens vers Dimitri Dekochko, si vous le permettez. On s'en souvient, les experts de l'AIEA ont été conviés depuis le début de la menace de catastrophe nucléaire par le Kremlin à venir inspecter les lieux. Pourquoi cette mission a-t-elle mis autant de temps à se manifester ? Eh bien, c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que malheureusement, l'AIEA est sous influence directe des États-Unis et, à mon avis, se discrédite d'ailleurs en acceptant ce genre de mission. Maintenant, le danger, il est réel à la centrale, bien évidemment, à cause des menaces donc d'attaque par les Ukrainiens kieviens, dirigés et en présence effectivement de beaucoup d'officiers étrangers présentés comme des mercenaires qui ont tout d'un coup acquis la nationalité ukrainienne, selon Kiev. Mais il y a un danger technique. C'est qu'ils ont commencé des bombardements sur les combustibles irradiés qui sont, si vous voulez, rangés dans un endroit qui est moins bien protégé que les réacteurs. Ça, c'est le premier gros danger. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà faire une pollution nucléaire assez importante, en tout cas pour les régions environnantes, rien qu'en atteignant des containers de ces combustibles irradiés. Et deuxièmement, il y a un vrai danger, c'est que la centrale étant à l'arrêt, au lieu d'être productrice d'électricité, elle devient consommatrice d'électricité. Tant qu'une ligne continue à fournir de l'électricité à la centrale pour permettre le refroidissement des réacteurs, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si ça s'arrête, or, vous avez vu les problèmes qu'il y a pour l'alimentation électrique en ce moment dans certaines régions d'Ukraine, eh bien, on a le cas de figure de Fukushima. Et là, c'est embêtant. Parce que, évidemment, des réacteurs peuvent exploser parce qu'ils ne sont pas refroidis. Très bien. Prince Koya, nous l'évoquions au tout début, Moscou et Kiev se livrent aussi à une guerre des mots pendant que l'Ukraine se vante d'avancées significatives sur le terrain. La Russie évoque plutôt un repli stratégique. Qu'en pensez-vous ? Oui, évidemment, on peut constater quand même depuis hier qu'effectivement l'Ukraine a gagné du terrain dans les villes notamment de Kupiansk et d'Izium, par la voix de Zelensky, le président, ce que n'a pas démenti non plus Moscou. Donc on peut effectivement croire que l'Ukraine essaie d'avancer dans cette zone est de l'Ukraine. Maintenant, effectivement, on est dans une guerre d'information aujourd'hui. C'est le pays qui communique le mieux, qui se vendra le mieux, en quelque sorte. Donc, le vrai risque pour moi aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Ukraine parviendra effectivement à repousser les troupes russes hors de ses frontières? Et si c'était le cas, est-ce que la Russie accepterait de perdre en fait cette guerre qu'elle ne mène pas seulement contre l'Ukraine,
mais qui est une guerre qu'elle mène en fait contre l'OTAN. Est-ce que là, la Russie ne va pas faire intervenir aussi ses alliés extérieurs, par exemple que sont l'Inde, la Chine ou l'Iran, ou même est-ce que la Russie, en dernier recours, se sentant acculée par le monde occidental, ne va pas avoir recours à l'arme nucléaire? Donc finalement, c'est l'issue même de ce conflit, au-delà de ces petites victoires qu'on voit par-ci, par-là, qui peut véritablement inquiéter. Mais évidemment, à ce stade-là, je pense que chacun essaie quand même de montrer à son opinion. Très bien. Très bien. Je reviens vers Karine Béchet, Golovko. Donc, nous évoquions à l'instant la guerre des mots, mais il y a aussi la question des livraisons d'armes de la part des Européens, et notamment de Berlin, qui se démarque largement vis-à-vis de l'Ukraine, et qui enveniment, ces livraisons qui enveniment ce conflit. Où finissent ces armes selon vous, et à qui profitent-elles réellement? Alors, pour comprendre la question de la circulation des armes, il faudrait revenir et un petit peu peut-être compléter, on va dire, l'intervention Oui, de votre expert à l'instant, puisque ce n'est pas la Russie qui mène la guerre à l'OTAN. Ce conflit en Ukraine a commencé en 2004, lorsque l'OSCE a détruit le système politique ukrainien en provoquant une révolution orange. Il a été achevé en 2014, lorsque justement les pays de l'OTAN ont financé, armé un Maïdan et ensuite lancé l'armée ukrainienne et les programmes de l'OTAN sur place contre l'est du pays. La Russie est intervenue après, lorsque l'Ukraine, qui venait de déclarer qu'elle voulait non seulement entrer dans l'OTAN, mais également posséder l'arme nucléaire, est devenue un véritable danger pour la Russie et qu'elle commençait déjà à bombarder le territoire russe. Donc c'est sur la question de l'agression. C'était un des objectifs de l'opération spéciale, c'était de dénucléariser l'Ukraine. Voilà, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, justement, même dans l'intérêt de tout le continent européen, puisque la sécurité du continent européen passe aussi par cela. Les pays qui maîtrisent l'arme atomique doivent avoir un système politique stable, ce qui n'est absolument pas du tout le cas de l'Ukraine, dont d'ailleurs le caractère étatique est largement en cause, puisque c'est un pays qui ne se gouverne plus, ni économiquement, ni politiquement, comme on a vu des ministres étrangers dans les gouvernements ukrainiens après le Maïdan. Donc ça, c'est juste pour recadrer, ce qui explique aussi la question derrière du problème de fourniture des armes et de ces circulations des armes. L'Ukraine et le pouvoir ukrainien maîtrisant assez ma question, c'était où finissent ces armes et à qui profitent-elles? C'est ça. Oui. Tout à fait, mais tout est lié en fait, c'est ça le problème. Et ces armes arrivent en Ukraine, mais on ne sait pas très bien finalement ce qui est utilisé par l'armée ukrainienne, en tout cas officielle, on va dire, par les groupements plus ou moins nazis qui sont plus ou moins dirigés, on ne sait pas très bien qui par qui, et ce qui passe au marché noir et permet de renchérir les différents personnes qui font du trafic sur place, puisque c'est quand même l'activité économique la première, le trafic en Ukraine, ce qui est reconnu notamment par les rapports de certains organismes financiers de contrôle de l'Union européenne. Donc il y a un véritable problème de sécurité qui se pose sur le continent européen. Et il est tout à fait logique, dans ces circonstances, de voir l'Allemagne hésiter quelque peu à fournir des armes qui vont terminer leur chemin. On ne sait pas très bien où et on ne sait pas très bien contre qui. On peut en revanche s'interroger beaucoup sur cet enthousiasme de Macron à fournir de plus en plus de canons César, à annoncer des formations de militaires ukrainiens, à mettre en place une coopération entre la gendarmerie nationale et la garde nationale ukrainienne. Ce sont quand même deux, on va dire, approches complètement différentes. L'Allemagne, effectivement, se fait régulièrement remettre en place et par l'Ukraine et par les Américains, puisqu'elle n'est pas suffisamment va-t-en-guerre. Pourtant, oui, sa position, pour le coup, est importante sur le plan européen, puisqu'elle tient compte de la faiblesse objective de l'État en Ukraine, qui est en état en faillite, et ce qui pose le problème de la sécurité sur tout le continent à partir du moment où vous avez des armes qui se baladent en circuit libre dedans et qui peuvent ressortir et un jour, qui sait, peut-être être retournées aussi contre leurs expéditeurs.
Très bien, je reviens vers Dimitri Dekochko. Alors selon le Kremlin, l'intervention militaire russe en Ukraine continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Or, les objectifs d'hier sont-ils similaires à ceux d'aujourd'hui? Alors, de toutes les façons, je pense que maintenant, la Russie n'a pas le choix. Si l'OTAN arrive à une victoire contre la Russie, ça veut dire le démantèlement de la Russie, comme du reste, ça a été annoncé ouvertement par notamment Lech Wałęsa de Pologne, qui a déclaré ouvertement, sans que ça émeuve personne dans les médias occidentaux, qu'il fallait éliminer 100 millions de Russes, 100 millions de Russes, pour qu'il n'y en ait plus que 50 millions, donc un génocide, et puis qu'on divise la Russie en 5 pays différents. Alors, les États-Unis, les responsables du Deep State américain parlent souvent de 17 États, et puis les gens de ce qu'on appelle en Russie la 5e colonne, c'est-à-dire des opposants extra-parlementaires, en général généreusement subventionnés par les Occidentaux, notamment les États-Unis, mais seulement notamment, eux parlent carrément de 34 États, et ils ont dit ça dans une réunion à Riga, où ils s'étaient réunis. Ça veut dire faire des principautés, si vous voulez. Rapidement, Monsieur Dekochko, parce que j'aimerais aussi poser la même question à nos deux autres experts. Allez-y, rapidement, oui. Et qui pourront être pillés par les grandes compagnies américaines. Et pour ce qui est des armes, on pourra dire qu'il y a une chose, qu'il y en a à qui ça profite, c'est évidemment au complexe militaro-industriel américain, qui en ce moment est en train de vendre des nouvelles armes aux pays européens qui se débarrassent de leur stock d'armes soviétiques et qui donnent tout ça à l'Ukraine. Très bien, très bien. Prince Koya, que pensez-vous des paramètres qui auraient peut-être changé depuis le début de ce conflit? Le Kremlin a indiqué que l'intervention militaire russe en Ukraine continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Pensez-vous que les mêmes objectifs existent-ils aujourd'hui? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, je pense que dans cette guerre informationnelle qui a lieu, si jamais Moscou n'arrive pas finalement à envahir l'Ukraine, je pense que ça serait vu comme une sévère défaite, hein, non seulement face à l'Ukraine, mais face aussi au monde occidental, parce qu'il faut rappeler que c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Donc, est-ce que la Russie laissera cela faire? Est-ce qu'elle ne voudra pas aller jusqu'au bout? La question se pose et c'est ma plus grande crainte. Je ne pense pas. Et si la Russie perd, elle se verrait décrédibilisée en tant que superpuissance militaire. Je ne pense pas que Moscou accepterait cela. Donc je pense que la Russie voudra effectivement aller au bout. Maintenant, quels sont les moyens dont elle dispose pour le faire? On ne le sait pas. On connaît l'arsenal militaire russe. On sait que la Russie n'a pas encore déployé tout ce qu'elle a. Mais la Russie peut aller au bout, mais cette fois-ci avec de nouveaux instruments, avec de nouvelles armes que nous n'avons pas encore vues. Et là, on court effectivement vers un risque totalement mondial. Très bien. Nous allons faire honneur à Karine Bécher-Golovko pour le mot de la fin. Alors, que pensez-vous de cette question? Alors, le Kremlin, on l'a dit, a annoncé que l'intervention russe en Ukraine continuera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Que pensez-vous de ces objectifs? Ces objectifs ont effectivement évolué hier parce que la Russie s'est rendue compte que ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une opération spéciale, c'est-à-dire une intervention ciblée, plus technologique qu'humaine, finalement ne permet pas réellement de renverser et de tenir le territoire lorsque en face de vous, vous avez l'OTAN par les mains de l'Ukraine qui, elle, lance un conflit conventionnel. Donc, si la Russie veut réellement dépasser et revenir à l'offensive, il faut effectivement, non pas qu'elle change les buts, mais qu'elle change les moyens pour atteindre ses buts. Et elle a effectivement aujourd'hui déclaré deux choses qui me semblent très importantes. La première, c'est qu'il est hors de question de recourir à l'arme atomique. Ce n'est pas la Russie qui a l'habitude de déposer des bombes atomiques, ce sont les États-Unis, donc plutôt le risque vient de leur côté. Et deuxième chose, qu'il n'y aura pas de mobilisation générale à ce jour, et en ce sens, elle a entièrement raison, puisque les pays européens et les pays occidentaux en général
qui se battent discrètement, on va Car- dire plus ou moins discrètement en Ukraine, Madame eux Golovko. n'ont pas de mobilisation générale. Oui. Donc, les oui. buts seront atteints, mais comment pour l'instant, c'est à suivre, on va voir. Très bien. Merci beaucoup, Karine Béché-Golovko, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Je remercie également Dimitri Dekochko. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes journaliste spécialiste de la Russie et des questions russophones. Je remercie également Prince Koya d'avoir participé à cette émission. Il est chercheur en sciences politiques à l'Université de Paris-Descartes. Cette émission touche donc à sa fin. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui y est apparu en bas de votre écran. Excellente soirée.